Ce premier numéro de l'année 2025, messieurs et dames, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore sur les antennes de votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme SML13 pour vous présenter ce premier numéro, cette émission, cette cavalcade socio-politique sur SML13 Télévision. Tout au long de cette émission, on va analyser les propos de Martin Fayulu. Ça fait débat, ces propos jugés des tribales vis-à-vis d'une région de la République démocratique du Congo, les Grands Kasaï, lors de son discours, son adresse à la nation, s'il faut l'appeler ainsi, le 31 décembre dernier. En quoi ces propos choquent certaines personnes? Une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur la situation d'insécurité dans l'est du pays. Vous savez, depuis les samedis derniers, Massissi est sous contrôle, est passé sous contrôle des 1-23 soutenu par Paul Kagame et son Rwanda. Le comportement du gouvernement congolais est face à cette situation au moment où le président Tshisekedi, lui, séjourne du côté d'Accra, la capitale ghanéenne, pour assister à l'investiture de son homologue président. Mais aussi, on parle d'un déplacement du côté de Venezuela, où le président Tshisekedi va assister à une autre cérémonie d'investiture, cette fois-là du président vénézuélien Nicolas Maduro. Est-ce que ces déplacements, au moment où la situation sécuritaire n'est pas favorable pour le pays, le président devrait-il rester ici comme certains le font, juste pour suivre de près cette situation? Ses voyages en tout moment, depuis le Qatar où il avait fait les déplacements les samedis, ça continue de faire débat. Rebonjour à toutes et à tous. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel, encore une fois de plus, bonne et heureuse année 2025 à toi, mais également à toutes ces personnes qui ne cessent de renouveler leur confiance en nous suivant. Alors, avec du bon sens qu'on va essayer d'analyser toute cette thématique, de passer cette émission. Je parle du bon sens. Vous comprenez qui est notre invité de ce jour. Il s'appelle José Kaniki. Il est analyste politique, mais aussi un communicateur indépendant qui soutient vraisemblablement les actions du président Tshisekedi. José Kaniki, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Roland, merci pour l'invitation. Bonjour aussi à Madame Sarah. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de l'émission Interface. Un réel plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Bonne année à tous les téléspectateurs, à tous ceux-là qui m'aiment bien et qui ne m'aiment pas. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne, bien sûr, durant toute l'année 2025 et bonne année surtout au président de la République. Alors, je m'en souviens, le dernier numéro de cette émission pour l'année 2024, on l'avait tourné avec vous. Merci. Ça tombe bien parce que le premier de l'année 2025, on fait la mea culpa, on les commence toujours avec vous. On va d'abord prendre cette question de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Massissi passe sous le contrôle des 1-23. D'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous faire de l'évolution de la situation sécuritaire aujourd'hui dans notre pays, d'une manière particulière dans l'Est du pays? Merci beaucoup, M. Roland. Par rapport à la situation sécuritaire de notre pays, il n'est pas bon. Et ça, c'est clair, il n'est pas bon parce que les Congolais, de manière particulière et singulière, ne sont pas en sécurité parce que nous sommes dans un conflit, dans une guerre d'agression rwandaise, bien sûr. Et cela met à mal le vivre ensemble, met à mal la paix dont tous les Congolais ont besoin pour leur développement, pour leur vivre ensemble. Ça, c'est clair. Mais il y a ces grands problèmes dans l'essence de cette sécurité. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Est de notre pays, plus particulièrement vis-à-vis de cette agression, nous avons une armée, notre armée, les FARDC, qui abat un travail, qui perd certes des batailles, mais qui en gagne aussi. L'essentiel ici, c'est que à la fin,
au résultat final que ces pays retrouvent toute sa paix et que les frontières de ces pays, n'est-ce pas, soient sécurisées pour l'éternité, puis-je dire ainsi. Moi, j'encourage ici notre armée qui se bat nuit et jour. Nous avons pu vivre, nous, civils, dans les autres contrées de notre pays, ici à Kinshasa, dans cette paix. Nous avons pu, n'est-ce pas, vivre ces fêtes de Nouvel An. Mais de l'autre côté, il y a nos militaires. Eux n'ont pas passé, n'est-ce pas, leur fête dans leur famille. Voilà pourquoi j'aimerais ici les encourager. Voilà pourquoi j'aimerais leur dire que la population congolaise est derrière vous et le chef de l'État est avec vous. Vous avez prêté serment de pouvoir défendre notre pays. Nous, population, nous, Congolais, nous sommes derrière vous. Voilà un peu de manière globale la façon que je vois les choses par rapport à la situation sécuritaire. Alors, analyse concernant cette situation, mais aujourd'hui, ça donne l'impression, certaines personnes pensent que la sécurité dans l'Est, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement au vu des actes que le gouvernement est en train de poser, comme on a l'habitude de les voir ailleurs, par exemple à l'Ukraine, où on voit toujours le président Zelensky, il est toujours présent, il ne passe pas le temps à se déplacer, comme le cas aujourd'hui, le président Tshisekedi ou les jours où Massissi est passé sous le contrôle d'M23, c'est le jour où le président s'est envolé pour le Qatar. Est-ce que c'est une normalité? Mais c'est déjà faux. Lorsque vous faites allusion au président Zelensky qui ne se déplace pas, c'est déjà une fausseté, c'est une mauvaise appréhension, permettez-moi de le dire, parce que moi qui suis les infos internationales tous les jours, je sais qu'il y a peu, et plusieurs fois déjà, le président Zelensky s'est retrouvé à Londres, à Paris, aux États-Unis, en Pologne, comment on appelle ça, en Hongrie, et j'en passe, c'est le meilleur dans différents forums. Mais pas comme tu sais que s'il vous plaît, vous quantifiez cela par rapport à quoi? Vous ici, vous voulez nous faire croire que Zelensky ne sort pas de son pays parce que son pays est en guerre. Moi, je vous donne les faits. Les faits ici, c'est que ce président aussi sort. Parce que sortir de son pays, ça ramène aussi à rechercher la paix pour son pays. Parce qu'un pays en guerre, son président ne se comporte pas de la même manière avec un président où son pays est en paix. Ici, nous vivons dans un monde, comment on appelle ça, n'est-ce pas, national, dans un monde, n'est-ce pas, où les relations sont ouvertes. Lorsque vous devez voir les influenceurs, permettez-moi de les appeler ainsi, lorsque vous devez voir la communauté internationale qui pèse aussi sur les différents conflits à travers le monde et plus particulièrement de notre pays, comment vous les faites? Lorsque Zelensky se rend en Grande-Bretagne ou en Angleterre, si vous voulez, lorsqu'il se rend aux États-Unis, ce n'est pas pour le beaux yeux, c'est pour rechercher la paix. De la même manière que notre président, il y a deux forums où l'on doit parler par rapport à la paix, mais il y a aussi d'autres forums où on doit parler économie, où on doit parler relations internationales. Ça fait partie de ses compétences. La Constitution les lui reconnaît. Mais cela ne veut pas dire que la question de la guerre, la question de la sécurité n'est pas une priorité, très chers journalistes. C'est une priorité. D'ailleurs, hier, il a assisté, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la remise et reprise au niveau de chef d'état-major général de notre armée. Il était présent. Comment vous faites allusion à sa sortie pour le Qatar, mais vous ne faites pas allusion qu'hier, il était là? Ça a à voir avec la sécurité. Ça a à voir avec, n'est-ce pas, nos services de sécurité. Donc, ce n'est pas mis de côté. D'ailleurs, c'est toute la chaîne de commandement qui a été renversée, qui a été changée. Ce n'est pas la première fois qu'on peut changer la chaîne de commandement, mais sur le terrain, les résultats ne sont pas peut-être escomptés. On continuera à changer. Parce que c'est dans ses compétences. Si on continue d'échanger, je vous relance, on continue d'échanger, mais on ne voit pas des résultats, ça veut dire on peut affirmer que les présidents, ces choix, ne sont pas judicieux au niveau de l'armée. Tenez donc.
puisque vous avez le droit de faire la comparaison avec le président Zelensky, moi aussi j'ai le droit de faire des comparaisons. Bien sûr, mais... Vous pouvez m'expliquer comment en 1996, 6 avec Mouzé Kabila et son Abdel, avec des Rwandais, pour la plupart, ont quitté les Massissi, ont quitté toutes les collines de l'est de notre pays, du Nord Kivu, pour arriver en Kinshasa en 7 mois, 2 345 410 km² en 7 mois. Il y avait une armée, non? Non, très grande d'esprit à l'époque. Mais c'est en 7 mois. Mais ici, Téné, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que pas un seul territoire dans son entièreté ces agresseurs ont pu récupérer. C'est-à-dire qu'ils sont face à une armée qui résiste, face à une armée, autrefois, comment on l'appelle, ces agresseurs, autrefois le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, nous disait qu'ils sont surarmés. La MONUSCO est incapable de pouvoir faire face à ces agresseurs. Des armes sophistiquées. Mais nous avons nos FARDC devant eux, et ça fait 4 ans, pas un seul territoire. Pas, n'est-ce pas, un seul territoire, pas une seule province. À l'époque, les RCD, et comment on appelle ça encore, les RCD, les MLC, ils ont eu en quelques mois, ils ont pu gagner les territoires, la moitié de notre pays. Nous avions une armée à l'époque. Les CNDP, n'en parlons pas, ils ont pris tout l'est du pays. Mais ici, aujourd'hui, il y a une armée, certes, qui peut connaître des difficultés, très chère madame, certes... Qui peut connaître des difficultés, qui connaît des difficultés. Exactement. Qui connaît des difficultés, qui perd certaines batailles, mais nous en gagnons aussi. Là, on n'en fait pas allusion. Mais les résultats ultimes ici, c'est quoi? C'est à la fin de ces conflits, à la fin de cette guerre, que ce soit par la voie diplomatique, que ce soit par la voie militaire, nous allons gagner cette guerre. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que notre pays, depuis 60, n'est-ce pas, de notre indépendance, a connu des conflits. Mais à la fin, c'est payé toujours en entièreté. D'ailleurs, je vous cite quelques, comment on appelle ça, quelques localités qui ont été récupérées par notre armée. Vous citez aussi les localités que l'armée a perdues. Mais je l'ai reconnu ici. C'est moi qui vous dis que nous perdons certaines batailles. Donc, je n'ai pas besoin de citer parce que je vous l'ai dit déjà. Mais c'est vous peut-être qui ne faites pas allusion au fait que nous gagnons aussi des batailles. Je suis cohérent. Et la rationalité et le bon sens m'obligent à dire qu'à la fin de ce conflit, nous allons gagner. C'est ce que vous souhaitez, très chers journalistes. C'est ce que moi je souhaite. Et au plus haut niveau, c'est ce que le président de la République souhaite. Et c'est pourquoi il est en train de se battre. Lorsqu'il va au Qatar, il rencontre le ministre de la Défense. Ça, vous ne le relevez pas. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est son travail. C'est son boulot. De manière générale, je prends cela. Ça ne sera pas la première fois que les États-Unis entrent en conflit. Les États-Unis ont fui l'Afghanistan. Les Russes ont fui l'Afghanistan. C'est pour vous dire tout simplement que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se bat pour l'intérêt de la nation. Mais voilà que vous m'empêchez même de citer les localités. Alors, je ne vous empêche pas. Je ne vous empêche pas de citer. Vous pouvez citer les localités. Merci. Il y a, n'est-ce pas? On est patriote, on ne peut pas se permettre sur de cacher certaines informations. Il y a plus ou moins 5 localités qui ont été récupérées. La localité de Ndumba, Kashingamutwe, Kalenga et une partie de Chacha. 2. Sur le haut plateau, groupement de Mufuni, Shanga, au niveau de Ngungu là-bas, il y a Kasake qui a été récupéré. Ruzirataka, Kamatani, Kambingo, Bitata et Rwangara. C'est-à-dire qu'il y a des avancées. On peut perdre des batailles, ça c'est vrai, mais ici, il faudrait encourager notre armée à faire encore davantage pour récupérer toutes nos localités afin de sécuriser nos frontières. Je pense que je suis clair. Alors, M. José, comme d'habitude, vous avez pris la défense de dit en disant qu'il n'était pas mal pour lui de faire autant de déplacements. Et vous avez même détaillé les différents forums tels que les forums économiques, sécuritaires et autres.
Dites-nous un peu lesquels de ces forums a déjà porté ses fruits. Je n'ai pas pris que la défense de Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai pris la défense de la nation. C'est une institution, madame. C'est une institution que je défends. Qui représente cette nation? Tout à fait, tout à fait. Nous sommes d'accord avec qui vous. représente cette nation. Exactement. Donc, en d'autres termes, vous avez pris la défense. Exactement. Nous sommes ici sur un terrain politique. Lorsque vous dites que j'ai défendu le président de la République, il y a des langues qui vont penser que je ne défends que l'individu. Voilà pourquoi je vous ramène à préciser que je défends les institutions. Voilà. Par rapport à votre préoccupation sur ce que ça a donné, et ainsi de suite, Madame, lorsque les différents contrats chinois ont été révisés, il a fallu que le président de la République aille au forum, comment on appelle ça, Chine, RDC ou Chine-Afrique si vous voulez. Nous sommes passés à 7 milliards par rapport à ces contrats. Mais les contrats avec les Chinois n'est pas du président Tshisekedi, ça vous le savez. Mais oui, il y a une continuité de l'État. Mais lorsque vous étiez à 2 milliards pour les niveaux d'exécution peut-être à 800 millions, mais lorsque le président de la République vient dans le cadre de la continuité de l'État, on revoit tout ça, on en arrive à 7 milliards. Donc, c'est pour l'intérêt de la nation, mais c'est sous son leadership, bien sûr. Donc, ça produit des fruits. Lorsqu'on construit la rocade, c'est à travers ça. Lorsqu'on construit plusieurs routes à travers la République, c'est à travers ça. Lorsqu'il va au niveau des États-Unis, vous n'allez pas me dire que les États-Unis est un petit pays et que l'on doit zapper. Non, il faudrait avoir de bonnes relations. Lorsqu'il va dans différents forums africains, puisque nous avons accepté de faire partie de toutes ces organisations sous-régionales, ça entre dans le cadre de son travail. Mais est-ce pour autant que lorsque il se déplace par rapport à son travail, par rapport à certaines invitations, madame, lorsque vous avez un président qui est sollicité à travers le monde, c'est-à-dire que votre pays est considéré. Lorsque vous êtes isolé dans le monde, c'est-à-dire que l'on ne peut pas compter sur vous. Est-ce que c'est le président qui est sollicité ou bien c'est le président qui part solliciter? Non, pas du tout. C'est le président qui est sollicité. Ce sont les Chinois qui sont venus ici dans ces pays. Ce sont les Chinois. Et pour revoir ces accords, c'est un partenariat. Lorsqu'il est invité, parlons-en, dans, comment on appelle ça, la prestation de serment de son homologue, c'est lui qui sollicite. C'est-à-dire qu'il est considéré. C'est-à-dire que le président en question, le président africain, considère votre pays. Sa présence là-bas va apporter quoi sur la situation de l'insécurité dans l'Est ou bien sur le vécu du peuple congolais, José Kanik? Messieurs, les journalistes, il n'y a pas que, comment on appelle ça? Comment dire ça? Il n'y a pas que l'intérêt du peuple de manière directe sur lequel le président doit travailler. Ses propres intérêts aussi. S'il vous plaît, il y a l'intérêt de la nation. Lorsque je parle d'une considération du pays, je ne parle pas du président, plutôt de l'individu Tshisekedi. Je parle du président de la nation congolaise. C'est-à-dire qu'on considère la RDC. Nous sommes dans les relations internationales. Donc ça apporte, lorsque Mobutu, paix à son âme, le président Mobutu, allait en Chine, c'était pour son propre intérêt. Lorsqu'il allait au Japon, lorsqu'il allait en Égypte, lorsqu'il allait en Angleterre, le président Mobutu s'est déplacé. Et la RDC pesait à l'époque. Mais comment faire pour que les pays pèsent, nous pesons aujourd'hui. Mais comment faire pour que les pays puissent à nouveau peser? Il faut continuer avec les voyages. Attendez, puisque vous dites que à l'époque où Mobutu, le président Mobutu s'est déplacé, c'est parce que les pays pesaient. C'est-à-dire qu'il était considéré, c'est-à-dire que la nation congolaise était considérée.
Et aujourd'hui, que ce président est considéré. Pourquoi vous ne faites pas les mêmes parallélismes? Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer la RDC à d'autres pays africains, comme ce fut à l'époque? Madame, s'il vous plaît, soyons rationnels et faisons preuve du bon sens. Certes, nous avons perdu de points, mais nous n'avons pas perdu de points à travers le président de la République. Nous avons perdu de points avec les régimes passés. Et maintenant, le président se bat pour ramener le curseur international vers la RDC. Ça fait 6 ans que le président est en train de se battre. Mais on continuera à se battre, ça ne va toujours pas. Mais comment vous dites? Puisque vous dites, je vous dis ici qu'aujourd'hui, la RDC est considérée à travers le monde. Mais citez-nous les éléments qui font à ce que les éléments qui ont fait à ce que nous puissions récupérer quelques points. Aujourd'hui, par rapport déjà à cette agression, j'ai suivi un communiqué des États-Unis qui exige aux 1-23 et les agresseurs de quitter notre territoire. C'est pas la première fois que les États-Unis puissent communiquer et les M23 n'ont jamais eu cette décision de plier leurs bagages et puis de se reculer. C'est pas la première fois. Depuis l'époque, les États-Unis, cette politique de commencer à écrire des communiqués. Vous me demandez de vous citer ce qui démontre que aujourd'hui nous gagnons 2 points. C'est pourquoi moi aussi je vous rappelle par rapport à la question de Sarah. Vous ne savez pas que depuis Bellurette, par rapport à cette agression, la communauté internationale faisait fi de ne pas entendre parler de cela? Franchement, il y a peu, on ne parlait pas d'agression à travers le monde. On en parle, mais ça continue. Même à l'époque où on n'en parlait pas, ça continuait. Ça veut dire nous sommes dans un statu quo. Monsieur le journaliste, nous sommes en relation internationale. Les choses bougent. Les choses évoluent au-delà de tout. Voilà. Alors, au-delà de tout aujourd'hui, un moment à vous parler de la MONUSCO. La MONUSCO, par rapport à ses réactions, qui disaient même que ces rebelles avaient des matériels un peu sophistiqués, voulais-je dire, plus que sur de l'armée congolaise. Mais c'est la même MONUSCO aujourd'hui que la RDC a renouvelé son mandat. Il fallait se comporter comme le président sénégalais l'a fait, comme les Tchadiens Mahamat l'a fait, comme le président du Niger l'a fait, ou encore celui du Burkina, qui ont pris la décision de faire partie de l'armée française. La RDC devrait aussi prendre cette décision de demander à la MONUSCO de partir à l'extrémisme. Cette décision a été prise, on attendait ces processus pour faire partie de la MONUSCO, mais aujourd'hui la RDC renouvelle encore, accepte de renouveler les contrats, comment dirais-je, les mandats de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Donc vous voulez que nous soyons un pays de suivistes. Puisque le Burkina Faso a fait pareil, nous aussi nous devons faire pareil. Je signale ici déjà que ce n'est même pas le même moyen de gouvernance ou les mêmes moyens d'arriver au pouvoir. Nous, ici, le président de la République arrive par voie électorale. Là-bas, c'est un coup d'État. Et vous allez me dire qu'est-ce qui a changé là-bas. Puisque vous avez toujours l'intention de dire qu'est-ce qui a changé chez nous. Et depuis qu'ils ont fait ça, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de terroristes. C'est pour dire quoi, s'il vous plaît? C'est pour dire quoi? Chacun gère son pays de la manière où il le veut. L'essentiel ici, que ça soit pour l'intérêt de son pays. Lorsque le président de la République arrive au pouvoir, les processus de pouvoir, n'est-ce pas, faire quitter la MONUSCO ou l'ONU de la RDC a été entamé. Et ça progressait. Maintenant, pour des raisons X, Y, on y ajoute une année, mais cela ne veut pas dire qu'on laisse la situation de manière pérenne. On va continuer à parler. Le problème, c'est que vous voulez que l'on puisse chasser, permettez-moi le terme, la MONUSCO. C'est ça. C'est que vous voulez que l'on fasse. C'était demandé par la population. Il y a eu même des manifestations, vous vous souvenez, au niveau de l'Est. Exactement, la population a le droit de réclamer, et ainsi de suite. Mais les dirigeants est là aussi pour canaliser
les besoins de la population. Quand on canalise les besoins de la population en laissant la MONUSCO, ça veut dire qu'il ne faut plus continuer à condamner la MONUSCO. Il faut prendre, le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités. Mais pourquoi la mission de la MONUSCO, quand elle est ici aussi pour une mission. On lui a attribué une mission. Si elle est ici, c'est parce que nous sommes membres de cette communauté. Donc, les choses vont se faire selon la manière, selon les détails, selon le besoin du peuple congolais à la fin. Mais il ne faut pas nous dire que lorsque la MONUSCO a des difficultés ou bien ne remplit pas sa mission, le gouvernement doit se taire, le président de la République doit se taire. Ici, je vous dis que, à tout point de vue, tout ce qui s'est fait, c'est pour l'intérêt de la population congolaise, au-delà de tout. Maintenant, chacun a sa manière, chacun a sa façon de voir les choses et comment procéder pour y arriver. Je rappelle ici que ça fait plus de 20 ans, si je ne m'abuse, que la MONUSCO est dans notre pays. Celui qui a passé 18 ans n'a pas fait allusion ou bien n'a pas chassé la MONUSCO. C'est pour dire qu'on y va stratégiquement, intelligemment, parce qu'il faudrait reconnaître quand même, au-delà de tout, la RDC n'est pas le Mali. Hein. Le Mali, c'est un pays, l'un des pays les plus pauvres. Le Mali n'a pas tous ces minéraux. Nous ne les avons pas encore chassés, mais ils nous font des manières, à gauche ou à droite, la guerre. Ce n'est pas pour autant que si vous les chassez, ils vont vous laisser tranquille. Donc, attention, c'est sérieux. Il faut aller avec méthode, avec des bons procédés, avec des bonnes stratégies géopolitiques, parce que nous représentons quand même quelque chose dans ces mondes. Les présidents de la République ne devraient-ils pas refouler ou bien refuser toutes ces sollicitations de ses homologues, question de rester sur le pays pour suivre de près cette situation, au lieu de commencer à voyager? Aujourd'hui, il est du côté du Ghana, on parle de lui demain du côté de Venezuela pour assister à l'investiture du président Nicolas Maduro. Vous trouvez cette décision, cette manière de faire du président Tshisekedi comment? Au moment où on a entendu beaucoup de présidents, quand il y a des situations comme ça, maléfiques dans leur pays, vous attendez les présidents qui refusent de se déplacer, mais ce n'est pas le cas avec le président Tshisekedi. Vous savez, le grand problème, c'est que vous présentez toujours les choses de manière noire, sombre. Je ne présente pas les choses de manière sombre, mais je présente la situation. C'est ça la réalité, José Kaniki. C'est ce que j'ai dit. Vous présentez toujours les situations de manière sombre. Vous brandissez ce que vous pensez que c'est négatif. C'est-à-dire que lorsqu'il répond à une invitation de son homologue, vous trouvez que c'est négatif parce qu'il doit rester dans le pays. Ce n'est pas ce que moi je pense c'est négatif, mais c'est une réalité, José Kaniki. Je vous réponds. Ok. De manière négative. Toutes les fois où le président de la République a été invité et qu'il ne s'est pas rendu, comment vous allez le savoir? Très chers Congolais, parlons peu, soyons sérieux. Toutes les fois où le président a été invité par son homologue pour une investiture où j'en passe, et que lui n'a pas répondu, on va vous faire un communiqué. Vous connaissez? S'il vous plaît. Vous nous citez. Mais exactement, je n'en connais pas. Ouais, il faut. Mais pourquoi je ne connais pas? Vous connaissez? Attendez, non, attendez. Parce qu'une invitation, ça s'accepte. Et quand ça s'accepte, on le voit sur la manifestation. Mais quand ça ne s'accepte pas, on ne fait pas un communiqué. Voilà le président, ou bien le roi du Maroc, ou bien le président de la Tanzanie avait invité le président de la République et puis il ne s'est pas rendu. Ça existe. La majorité des fois, certaines personnes pensent qu'ils partent toujours. Je fais une réflexion rationnelle. Ok. Avec du bon sens. Toujours. Le fois où il ne s'est pas rendu, très cher journaliste, on ne le saura jamais. On ne peut que parler pour le nombre de fois où il s'est présenté. Ça, c'est une réalité. Mais parce qu'apparemment, il se présente au moment où la situation est grave. C'est comme chez les voisins,
il y a des feux qui brûlent et le voisin préfère aller festoyer ailleurs. C'est ce que le président est en train. Attendez, je vais vous répondre très sérieusement. Vous pensez que si le président est à Kinshasa, je ne refuse pas qu'il peut être là. D'ailleurs, il est là. Il est à Kinshasa. Vous pensez que nos militaires, nos phares d'essai qui sont sur le terrain, les chefs d'état-major, tout l'appareil sécuritaire du pays, arrêtez de chère madame, lorsque vous avez très bien éduqué votre famille, lorsque vous êtes un parent responsable, que vous soyez ou pas là, les enfants ne jouent pas sur les canapés. Parce qu'ils ont déjà été disciplinés, parce qu'ils connaissent les principes. Il y a toujours une différence. Vous êtes parent vous-même. Quand José Kaniki est à la maison, même si ses enfants sont bien éduqués, et quand José Kaniki n'est pas à la maison, la rigueur a une dimension différente. J'ai dit ceci, monsieur. Un enfant qui est bien éduqué, que vous soyez là. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'on forme nos enfants. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, vous devez fier au contraire d'apprendre que lorsque vous n'êtes pas là, l'enfant s'est très bien comporté. Sinon là, lorsque vous êtes là, il fait entre guillemets l'hypocrite. C'est le cas avec Tshisekedi. Au-delà de ça, ça c'était juste une illustration. Je reviens sur le fond de ma pensée. C'est pour dire quoi? La première ministre est là, le gouvernement continue à travailler. Elle est bien éduquée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si on prenait ces cas d'un enfant, c'est une enfant, la première ministre, le papa n'est pas là, c'est fait Tshisekedi. Pensez-vous que la première ministre, comme la première comme des enfants de la famille dont Tshisekedi est papa, elle est bien éduquée? Je vous fais une réflexion. Sur l'instruction de papa, je n'ai pas le droit de monter sur les canapés. Sur l'instruction de papa, j'ai le droit de dire bonjour aux grandes personnes et même aux petites personnes, comprenez ce que j'avais dit, aux adultes et aux amis. C'est ça l'instruction. Sur l'instruction du président de la République, ça c'est le chef d'état-major. Je dirige mon armée comme ça, comme c'est là, comme ceci. Sur l'instruction du chef de l'État, je construis la rocade. Sur l'instruction du chef de l'État, j'amène le budget 18 milliards. Sur l'instruction du chef de l'État, moi qui suis avec mon arme sur terrain, je me bats pour ma nation. Sur l'instruction du chef de l'État, José Kaniki continue son travail de communication. Sur l'instruction du chef de l'État, donc que le chef de l'État soit présent ou pas, la nation continue et le travail continue. Donc vous pensez à la maison, c'est pourquoi si papa qui soit présent ou absent dans la maison, s'il éduque bien ses enfants, les choses vont se passer dans de bonnes manières. Et vous, José Kaniki, ça vous arrive à un moment de rester à la maison? Pourquoi vous restez à la maison si vous savez que les enfants sont bien éduqués et tout ça? Vous pouvez sortir pour rentrer, même quand vous êtes à l'extérieur de la maison. Des fois, ça vous arrive de travailler vite pour rentrer à la maison parce que vous avez besoin de rentrer à la maison pour voir vos enfants. Ici, l'essentiel de mon message, c'est quoi? C'est pour dire tout simplement, le chef de l'État est dans son rôle. Qu'il soit présent dans le pays, il travaille. Qu'il soit à l'extérieur du pays, il travaille. Et le chef de l'État a des tentacules. C'est ce que Guillemets, je fais allusion par rapport aux enfants. C'est-à-dire pour dire qu'il y a des institutions, il y a des services qui continuent à travailler à sa présence comme à son absence. La gestion du pays n'est pas liée à la présence nécessairement physique du chef de l'État à Kinshasa. Il est garant de la nation quand il est à l'intérieur du pays ou bien quand il est à l'extérieur du pays. Qu'il soit à l'intérieur du pays, qu'il soit à l'extérieur du pays, il reste garant du bon fond. D'ailleurs, vous me mettez les mots dans la bouche. Mais vous avez trouvé ça où comme ça? Lui-même, c'est lui-même qui avait dit ça. Mais voilà exactement, vous avez donné la réponse. Non. Garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions. Mais lui-même a dit qu'il est garant de la nation, il n'a pas dit qu'il est garant du bon fonctionnement des institutions. Garant du bon fonctionnement des institutions, c'est pour dire quoi? Que du moment qu'il y a les institutions qui travaillent dans différents secteurs de la vie nationale, ce n'est pas obligé qu'ils soient présents. Voilà encore que je renchéris. Qu'il soit à l'extérieur, il travaille pour la RDC. Vous savez, les garants de la nation à l'époque, c'était Mobutu, parce que Mobutu était souverain. Tu sais que quand il a dit qu'il est garant de la nation, ça veut dire lui aussi, il devient souverain. Non, ce sont vos débats.
nos débats, ou bien c'est une réalité? Parce que vous voulez toujours ramener de manière négative. Vous savez qu'il est garant du bon fonctionnement de la nation. Maintenant, quand il dit je suis garant de la nation, oh non, il est souverain, oh il est roi, oh, ça c'est pas important. La Constitution reconnaît qu'il est garant du bon fonctionnement, garant du bon fonctionnement des institutions. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est lui le chef. Alors, lorsqu'il donne des instructions, c'est dans le cadre de ces garants-là, de cette veste-là, des garants de bon fonctionnement des institutions. Qu'ils soient à l'intérieur, à l'extérieur, cela ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Alors, les 4 minutes qui nous restent, on va parler. Aujourd'hui, on a parlé de cette situation liée à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais beaucoup de gens aujourd'hui remettent en cause les compétences et la manière de faire les choses du ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, à Patrick Muyaya, que beaucoup pensent de ne pas être à la hauteur pour faire son travail, contrairement à l'époque de Mende, où quand il y a chaque fois qu'il y avait ce genre de situation, Mende les gérer vraiment avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup avec beaucoup de maîtrise, contrairement à Muyaya. Aujourd'hui, vous, quelle est votre réaction à chaud par rapport à cette pensée des gens, par rapport à la manière de faire de Patrick Muyaya, qui est le porte-parole du gouvernement? Monsieur Roland, vous êtes habitué tout simplement à un nosologue par rapport à tous les prédécesseurs. Ils venaient, ils disent tout, ils prennent les kilomètres de route, ils prennent l'ampérage de l'électricité, si vous voulez. Bref, ils prennent tout et ils pensent qu'ils sont devenus des experts en tout. Des nosologues. Mais ici, vous avez une personne. Quelles sont les attributions? Quel est le job d'esprit chaîne de M. Muyaya dans le cadre du porte-parole du gouvernement? Il a quelle charge? Le porte-parole du gouvernement est chargé par délégation du Premier ministre d'exercer une mission d'information sur les activités du gouvernement auprès des médias et des citoyens à travers des points de presse et des prises de parole publiques sur le terrain. Ça, c'est le travail de M. Muyaya. Il est fait, oui ou non, très chère Madame Sarah? Tout le jour, presque, vous avez des briefings où il appelle, il invite tous les responsables étatiques, tous les responsables des institutions, des entreprises, des organes de l'État pour parler au peuple congolais, pour répondre aux questions du peuple congolais à travers les journalistes. Donc, il est compétent. Donc, M. Muyaya fait son travail convenablement dans le cadre du porte-parole, bien sûr, du gouvernement. Dans le cadre du ministre de la Communication et des Médias, quel est son rôle? Quel est son rôle, très cher Roland, rapidement? Il a pour rôle de pouvoir mettre en œuvre la politique de l'État en matière d'information et de communication en collaboration avec qui? En collaboration avec les autres ministères concernés. Il assure la gestion et le contrôle technique et des structures de communication écrite et audiovisuelle du secteur public ainsi que le portail de la République. Lorsque vous voyez les DG de la SNEL, lorsque vous voyez les DG de la Régie des eaux, lorsque vous voyez l'IGF en train de vous répondre, madame, d'abord comme journaliste, vous ne vous sentez pas considéré? Lorsque, comme Congolaise, comme Congolais, vous suivez le ministre de la Défense, vous suivez par exemple le ministre de l'Éducation, vous suivez monsieur du PDDRCS, lorsque vous suivez toutes ces personnalités de la République, très cher monsieur, et c'est lui qui vient gober tout pour vous rendre sans le moindre détail, et c'est lui-là qui vous appelle dans tous les détails, dans toutes les spécificités, c'est responsable pour pouvoir répondre dans un esprit de redevabilité, dans un esprit de collaboration. Vous pensez que celui-là ne fait pas bien son travail. Monsieur Muyaya, c'est l'un, si pas le plus compétent de tous les ministres de la communication et porte-parole du gouvernement. Parce qu'il innove, parce qu'il fait des choses qui n'existaient pas. Et ça, les Congolais
savent tout simplement l'apprécier au-delà des considérations politiques. Alors, vous concluez l'émission, vous réagissez, si vous avez une minute, vous réagissez puis vous concluez l'émission. Aujourd'hui, ce débat autour des propos tenus par Martin Fayoulou, des propos que certaines personnes au niveau de l'Union sacrée qualifient des propos tribales. Vous avez lui-même ces tweets de l'ancien ministre de l'Intérieur Nicolas Kazadi et certaines personnalités de cette famille politique du chef de l'État. En quoi vous, par exemple, vous avez jugé ces propos de Fayoulou, des propos tribales? José Kani qui dit ceci, que le premier tribaliste de ces pays, c'est Martin Fayoulou. Pourquoi? Parce que là, il, n'est-ce pas, il stigmatise toute une tribu. Il faudrait poser la question à Martin Fayoulou. Si vraiment c'est un homme, si vraiment c'est un garçon, je demande à ce que Martin Fayoulou puisse nommément citer la tribu dont il est en train de parler, dont il est en train de faire allusion. Pourquoi il ne les cite pas? S'il était politique, il allait se limiter à la critique de la gestion du pays. Ça, c'est des bons droits. Mais lorsqu'il nous fait entrer dans ce monde de la Gestapo, lorsqu'il nous fait entrer dans ce monde du nazisme, lorsqu'il nous fait entrer dans ce monde de la déportation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, que le pouvoir va dans une province. Il prend pas toutes les tribus. Il prend une seule tribu dont il tait les noms pour les ramener où? À Kinshasa. Pour les ramener où? Au Katanga. Pourquoi pas en Équateur? Pourquoi pas au Kwilu? Pourquoi pas, je ne sais pas, ailleurs? Ça dit, il y a un message. Et il dit que c'est savamment, comment il a utilisé ce mot encore? Savamment orchestré. Donc, il dit qu'il y a une intelligence derrière. Martin Fayoulou est le premier des tribalistes. Et ça, c'est regrettable. J'ai répertorié plus ou moins 30, comment on appelle ça? 30 postes importants. Permettez-moi. Au sein de l'ECD. Au sein de l'ECD. Non. Par rapport au pays. Okay. Important. J'ai dit ceci. Il y a plus ou moins 30. Sur les 30 postes, il n'y a que 6 postes qui est attribué au Louba. 4 pour les Kasaï orientales. 2, et là je ne parle même pas, 4 pour les Louba. 4 pour les Kasaï orientales, allais-je dire, 2 pour les Kasaï centrales. Donc, ça fait 21%. Et madame, tous les autres se retrouvent. Je me pose la question, très chère madame Sarah. Lorsque vous êtes ici sur CML13, vous êtes là par rapport à une tribu ou par rapport à vos compétences? Je pense que c'est par rapport aux compétences. Ici, on a passé 4 concours. Mais voilà. C'est pour vous dire qu'il faut de la compétence, il faut de la qualité. Mais cela ne veut pas dire que toutes les provinces ne sont pas représentées. Notre DG n'est pas un tribaliste. Au-delà de ça, j'ai dit ceci, très cher monsieur, qu'on se le dise, le président est de l'espace Kasaï, non, et il est Louba, il faudrait le dire. Et, comment on l'appelle, la première ministre est du Congo central, et ainsi de suite, dans les institutions. Quel est le directeur du cabinet, depuis 6 ans, du président de la République, qui est Kassaïen? C'est pour vous dire tout simplement que M. Martin Fayoulou a raté l'occasion de se taire. Si c'est né, il a voulu tout simplement nous confirmer que c'était le premier tribaliste de la République démocratique du Congo. José Kaniki, avec du bon sens qu'on a passé cette émission. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique, mais aussi communicateur indépendant à des chefs de l'État, quelqu'un qui soutient les actions du président Tshisekedi. Communicateur de l'Union sacrée. Merci. Sacrée. Quand on parle de l'Union sacrée, on fait allusion au chef de l'État peut-être. C'est lui l'autorité morale. Tout à fait. Merci Sarah. C'est moi qui vous remercie, très cher madame. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Je vais conclure cette émission avec cette citation de Martin Luther King, comme on parle de tribalisme aujourd'hui dans notre pays, de l'unité, de la cohésion. Apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Tout à fait. La solidarité est une tendance qui nous pousse à s'entraider. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. À demain pour le deuxième numéro de la semaine. Que vive la République, que vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.